Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Présentation de l'ouvrage. Notre ouvrage intitulé « Psychologie, société et culture » est un témoignage de reconnaissance honnêtement rendu à notre maître, le professeur des universités Dieudonné Tsokhini, pour sa rigueur dans l'exécution de sa mission, en qualité de fervent défenseur de la question de l'entre-deux, et sa mobilité d'esprit qui font de lui un monsieur ayant de l'étoffe. Mettant en relief tradition et modernité, il est l'auteur de plusieurs productions scientifiques dans le domaine de l'interculturalité. Les productions présentées ici tiennent compte des exigences principielles du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAM, en termes de systématisation et de capitalisation des résultats atteints par les uns et les autres. Autour de Dieudonné Tsokhini, nous avons voulu célébrer la psychologie comme un mode de compréhension et d'explication, et un mode de vie, sachant que l'homme est triptyque, biologique, psychologique et social. C'est pourquoi, dans le cadre de la prise en charge globale des patients, ces trois dimensions doivent être explorées. Pour D. Tsokhini 2008, page 77, en effet, loin d'être un objet stricto sensu de la médecine, la santé est aussi un objet relevant d'une approche totale de l'homme dans toute son intégrité structurelle et fonctionnelle en tant qu'unité biopsychosociale. En raison de la richesse du programme, en sciences sociales et humaines, nous avons eu quelque peine à situer les frontières entre différents secteurs ou domaines au sein desquels fixer les différentes contributions à ce volume qui elles-mêmes, cela s'entend, basculent complémentairement d'un domaine à un autre. Mais puisqu'il faut donner sa structure au texte de l'ouvrage, nous nous sommes permis de retenir la structuration suivante. Première partie, psychologie. Contributeurs, Nikes Léandre Mesmin-Gimbi, Lionel Cédric Guimen-Gempio, Fidel Kéon, Ulrich Fitzgerald Mouyel, patient bienvenu Muzinga Kimbaza. Deuxième partie, société. Contributeurs, Jean-Bruno Bayette, Fernand Bandandissa, Alexis Tobangui, Raymond Francis Mabundu, Arsène Elongo, Lucrèce Destin Mpandioleta, Lucien Nyangui Goma, Célestin Désiré Nyama, Stevio Baralangui, Martin Paris Vounou, Georges Martial Mbanga Aborobongui, Didier Ngalbet. Troisième partie, culture. Contributeurs, Laurent Gankama, Hilaire Tassoulou Ngoma, Krishna Amen Dunya. L'ouvrage, qui comporte trois parties complémentaires, s'appuie sur des témoignages écrits d'auteurs aguerris et se présente ainsi qu'il suit. 1. Première partie, contribution sur la psychologie. Dans ce contexte, les contributeurs portent leurs réflexions sur les aspects psychologiques, psychopathologiques et cliniques, comme l'illustre la première contribution intitulée « Émergence et santé mentale chez les adolescents de Brazzaville », signée par Nikes Léandre Mesmin-Gimbi et Lionel Cédric Guimen-Gempio. Les auteurs y situent la relation entre l'émergence et le développement de la violence, des comportements déviants, de la consommation des substances psychoactives et des problèmes de santé mentale chez les adolescents de Brazzaville. Le texte intitulé « La dynamique psychothérapeutique de la religion à Yélésili » est signé par Fidel Kéon. L'auteur présente la dynamique psychothérapeutique de la religion à guérison à Yélésili, à travers le corps, le verbe et la collectivité. Elle met en évidence les mécanismes sociothérapeutiques comme la croyance, le processus cathartique de la résocialisation et la réinsertion. Le texte intitulé « Répercussions psychologiques et sociales des interruptions volontaires de grossesse », cas des filles suivies au CHU de Brazzaville, est signé par Ulrich Fitzgerald Mouyel. L'auteur rend compte des motivations des jeunes filles justifiant l'interruption volontaire de grossesse, IVG, et fait une analyse des répercussions psychologiques et sociales liées à cette interruption. Il fait remarquer que la question de l'IVG soulève la problématique de la précocité des rapports sexuels, de la non-maîtrise du cycle menstruel et de la non-utilisation de la contraception. Le texte intitulé « Bilan psychologique d'un état limite dans un contexte de recherche et d'aide thérapeutique » est signé par patient bienvenu Muzinga Kimbaza. L'auteur met en lumière le souci de compréhension psychopathologique et la proposition d'un modèle de prise en charge de l'état limite qui demeure une préoccupation en milieu psychiatrique congolais. 2. Deuxième partie, contribution sur la société. Ici aussi, conformément aux normes du CAM, les contributeurs s'efforcent d'axer leur réflexion sur un ensemble de problématiques incluant les aspects relatifs à la société.
Ils ont mis en évidence la problématique médicale, éducationnelle, historique et du langage. Le premier texte de cette partie intitulé « L'analyse sociologique des héritiers de Bourdieu et Passeron » est l'œuvre de Jean-Bruno Bayet, qui montre que Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron sont devenus un classique de la sociologie de l'éducation en France. L'auteur présente la place de l'ouvrage dans la sociologie de l'éducation renaissante au début des années 60, avec la démocratisation de l'enseignement. Le texte intitulé « La problématique de l'occultation de la stérilité masculine au sein des couples lettrés à Brazzaville » est signé par Fernand Bandandissa. À travers cette réflexion, l'auteur explique l'emprise des valeurs socio-culturelles et des croyances religieuses sur les acteurs sociaux responsables de la persistance de l'occultation de la stérilité masculine. Aussi, il s'appuie sur l'inévitable parcours conduisant au dévoilement de cette dernière à la communauté. Le texte intitulé « Les avatars de l'éducation. Parcours et représentation des jeunes en difficulté » est signé par Alexis Tobangui. L'auteur montre que la jeunesse dite en difficulté recouvre une diversité de situations sociales et trajectoires de vie. Cette jeunesse est une construction sociale qui s'est développée par réaction aux difficultés des institutions et à sa catégorisation comme délinquante et inadaptée. Le texte intitulé « L'enjeu du médicament face à la pluralité et la complémentarité des différents secteurs de la médecine au Gabon » est signé par Raymond Francis Mabundou, qui montre que l'approche biomédicale de la médecine est réductionniste par rapport à la multidimensionnalité de l'être humain. Il s'interroge sur l'éventuelle complémentarité de toutes les médecines dans la prise en charge des patients. Le texte intitulé « Performance stylistique des apprenants collégiens congolais de la classe de 3e » est signé par Arsène Elongo et Lucrèce Destin Mpandi Oleta. Les auteurs, en abordant ce travail, ont choisi d'examiner la production langagière de la classe de 3e dans 2 collèges de Brazzaville, les collèges d'enseignement général, CEG, Nganga Edward et Angola Libre. Ils ont recommandé l'implication du gouvernement pour procéder aux réformes du système éducatif et à l'innovation des programmes de la langue française. Le texte intitulé « Les origines Congo des Bembé du Congo-Brazzaville à travers une étude onomastique, XVIE accent grave XVIE accent grave » est signé par Lucien Nyangui Goma. L'auteur, à travers l'étude linguistique, anthroponymique et toponymique des Congos des plateaux de cataracte, tente de vérifier la thèse selon laquelle les Bimbus viennent de Congo-Dia Ntontila. Le texte intitulé « L'histoire des tirailleurs sénégalais, une mémoire oubliée » est signé par Célestin Désiré Nyama, Stevie Baralangui et Martin Paris Vounou. Ces 3 auteurs montrent l'implication des tirailleurs sénégalais pendant les 2 guerres mondiales, en mettant un accent sur les acteurs principaux, par le biais de leurs origines et des différents itinéraires empruntés par ces derniers. Le texte intitulé « L'évolution phonétique des noms Mbesi, C25, de Mbonzi et la tendance à s'éloigner du bantou » est signé par Georges Martial Mbanga à Borobongui. L'auteur, à partir des écarts entre plusieurs formes écrites de noms propres et leur signification, étudie l'anthroponymie chez le peuple Mbesi de Mbonzi, sous l'angle de l'interface phonologie-morphologie sémantique. Le texte intitulé « Otwer. Une pensée africaine authentique et ouverte sur le monde actuel » est signé par Didier Ngalbey. L'auteur montre que Otwer est un langage, un code épistémo-éthique, une philosophie morale et politique qu'il faut savoir décoder. La complexité essentielle du langage appelle des études interdisciplinaires. Otwer est ainsi un matériau endogène sur lequel une réflexion de type explicitement philosophique peut émerger et contribuer au savoir universel. 3. Troisième partie, contribution sur la culture. Ici encore, toujours en obéissant aux normes du CAM, les contributeurs orientent leur réflexion sur une argumentation critique, comparative et démonstrative. Le texte intitulé « Habermas et l'héritage de Freud » Regard sur l'approche critique et herméneutique de la psychanalyse est signé par Laurent Gankama. L'auteur, à partir de son texte, propose d'exposer, dans la mesure du possible, les subtilités et les contours du rapport critique entre Habermas et Freud, notamment l'approche herméneutique de la psychanalyse qui se dessine dans l'œuvre du penseur francfortois. Le texte intitulé « Euthanasie, entre platonisme et christianisme » est signé par Pierre Hubert Mfoutou,
qui fait une comparaison analytique entre la pensée platonicienne et la dictature chrétienne face à l'euthanasie. Le texte intitulé « Michel Henry et le cogito de Descartes » est signé par Hilaire Tassoulou Ngoma. L'auteur montre comment, en redécouvrant le cogito de Descartes, Michel Henry a pu redécouvrir dans le doute de Descartes la réduction cartésienne qui met hors jeu le cogitum, pour qu'il ne reste que le cogito. Le texte intitulé « L'homme, le démon collectif et le divin », un essai métaphysique sur le processus cognitif et les limites du mental humain, est signé par Krishna Amenundunya. L'auteur montre à partir des éléments qui déterminent le corps, le feu, l'air, l'eau et la terre, et les 4 types de triangles de Platon, tétraèdre, octaèdre, icosaèdre et cube, qu'il existe 2 principes importants, l'âme animale et l'âme divine. Ces 2 principes ne sont pas du ressort de la conscience ordinaire. Nikes Léandre Mesmin-Gimbi, Brazzaville, République du Congo, avril 2018. Première partie, psychologie. Émergence et santé mentale chez les adolescents de Brazzaville. Nikes Léandre Mesmin GHIMBI et Lionel Cédric GUIEMENGUEMPIO. Université Marien Ngouabi. nikes.gimbi@umng.cg et ngempio@gmail.com. Résumé. La recrudescence de la violence et des comportements déviants, avec la constitution des groupes comme les bébés noirs, répartis en américains d'une part, et en arabe, d'autre part, à l'image de ce que montrent régulièrement les médias, a suscité cette étude en 2015 à 2016. Celle-ci met en évidence l'émergence de la violence, la forte consommation des substances psychoactives, les problèmes de santé mentale et des troubles de santé mentale chez les adolescents de Brazzaville suivis à l'église à guérison, le ngunzisme. Les résultats de la recherche montrent que sur 100 adolescents, 62% consomment pour la première fois les substances psychoactives lors des soirées récréatives, 30% pendant les divers événements sociopolitiques que le Congo a connus et 8% par imitation. 60% préfèrent le cannabis, 5% les amphétamines et 25% d'autres substances psychoactives comme les produits volatiles, colle à froid, etc., la chicha, etc. 55% les consomment par effet de mode. 35% aux fins d'affronter des situations difficiles. 7% par mimétisme et 3% pour exprimer le pouvoir de domination sur les autres. Mots-clés, violence, comportement déviant, substances psychoactives, santé mentale, adolescent. Emerging Context and Brazzaville Adolescent Mental Health. Abstract. The increase in violence and the behavior deviating with the constitution of the group such as Bébé Noir, divided into Americans in one hand and Arabs in the other hand, with the image of what the media show regularly, cause de this study in 2015 à 2016. This one highlights the emergence of violence, the strong consumption of the psychoactive substance, the problems of mental health and the disorders of mental health at the teenager of Brazzaville followed to the church with cure, the ngunzism. The results of research show that 100 adolescents, 62% consume for the first time the psychoactive substance at the time of the entertaining evening, 30% during the various events socio-political that Congo knew and 8% by imitation. 60% prefer the cannabis, 5% the amphetamine and 25% of other psychoactive substances like the volatile products, cold adhesive, etc. The shisha, etc. 55% consume them by effect of mode. 35% for purposes to face difficult situation. 7% by imitation and 3% to express a capacity of domination on the others. Keywords, violence, behavior deviating, psychoactive substance, mental health, teenager. Introduction. Le concept émergence est philosophique et formalisé au XIXe accent grave siècle. Il peut être résumé par l'adage « Le tout possède parfois davantage de possibilités que la seule somme de ses parties ». N. Mousseau 2008 page 29. Une propriété peut être qualifiée d'émergente si elle découle de propriétés plus fondamentales tout en demeurant nouvelle, ou irréductible à celle-ci, car peu prévisible avant d'avoir été observée. Dans le champ des sciences, le concept d'émergence permet de décrire la réalité de façon moniste, sans pour autant tomber dans le seul réductionnisme. Il présuppose quelque unité fondamentale dans la composition de la nature, que ce soit pour la matière inerte, les organismes vivants ou le psychisme,
en prenant acte que la connaissance intégrale de ces phénomènes ne se déduit pas toujours de celle de leurs composants fondamentaux. L'enjeu des divers émergentismes proposés, depuis l'apparition de ce concept, est précisément celui de la classification des termes découlés, nouvelles ou irréductibles, appliqués aux propriétés, de leurs différentes acceptions possibles. H. 2005, page 19. Généralement, on parle d'émergence synchronique pour qualifier les rapports entre des propriétés considérées à des échelles spatiales différentes, ou d'émergence diachronique, pour qualifier l'apparition d'une propriété nouvelle à un moment donné. Dans le cadre de la causalité descendante, les entités émergentes peuvent être à l'origine d'une influence sur les entités de même niveau ou plus bas niveau, soit directement, soit par les micro-constituants. À Brazzaville, l'usage du numérique a des grandes répercussions dans le vécu quotidien de la population. Les médias, l'Internet, Canal SAT, etc. ont amplifié le changement des habitudes et des comportements des Congolais. En outre, la guerre entre les Américains et les djihadistes musulmans arabes, longtemps commentée par les médias, a eu un répondant à Brazzaville avec la constitution des bébés noirs répartis en 202 groupes. L'un appelé américain et l'autre arabe. Ces groupes sont animés par des adolescents en quête d'idéal. En effet, l'adolescence apparaît essentiellement comme une évolution, c'est-à-dire faite de changements et de progrès incessants. Les composantes les plus organiques de la conduite, instinct sexuel, et les composantes organiques, intérêts culturels, se juxtaposent, se heurtent et se fondent dans le creuset de la jeune personnalité. C'est donc en fonction de l'évolution de la personnalité que l'on prend une vue à la fois plus complète et plus concrète de la psychologie de l'adolescent. La recherche en santé mentale chez les adolescents a pris de l'ampleur au cours des dernières décennies. Payard 2009, page 62. Bien que les champs de la psychologie et de la psychiatrie étudient depuis plus d'un siècle les troubles de santé mentale qui touchent les adultes, H. Barlow et V. M. Durand 2007, page 54, des recherches plus récentes démontrent que la plupart des problèmes et des troubles de santé mentale vécus par la population du monde en général et celle de Brazzaville en particulier débutent durant l'enfance ou l'adolescence. Escutcher et Collab 2010, page 27. Le présent article porte sur l'émergence de la violence, la consommation des substances psychoactives, les problèmes de santé mentale chez les adolescents de Brazzaville, et plus particulièrement sur les causes de différents troubles de santé mentale dont souffrent ces derniers. Dans un monde en pleine émergence, où les individus sont en proie aux conséquences du développement de l'environnement technique, technologique, social et culturel, nous établissons une relation entre cette émergence et la prolifération des adolescents atteints des troubles de santé mentale. Cela découle d'une observation faite depuis les événements que le Congo a connus, de 1990 à nos jours. Les Tsokini 2007, page 58. Nous présentons brièvement la problématique de santé mentale chez les adolescents faisant partie de la population de Brazzaville et suivis à l'église à guérison, Mbunzisme. Face à l'émergence de la violence quelquefois cruelle dans les lycées de Brazzaville, et à l'apparition et à l'amplification du phénomène bébé noir, nous nous sommes interrogés sur l'état de santé mentale de ces adolescents consommateurs des substances psychoactives. Quel type de substances psychoactives consomment-ils ? Comment sont-ils entrés pour la première fois en contact avec ces dites substances ? Pourquoi les consomment-ils ? Les hypothèses sont: les adolescents consomment par mimétisme les substances qui sont faciles à obtenir pendant leur retrouvailles. La consommation de ces substances participe à la construction d'une personnalité forte, capable de se surpasser en cas de difficulté dans la vie quotidienne. Dans cette perspective, nous avons mené cette enquête dans les églises à guérison de la partie sud de Brazzaville en recourant à l'observation et l'entretien semi-directif qui s'articulent autour des items suivants. Les modalités de consommation des substances psychoactives. Les types de substances psychoactives consommées. La motivation à la consommation des substances psychoactives. L'intérêt de cette recherche est de sensibiliser la population des dangers de la consommation des substances psychoactives, de faire saisir au pouvoir public, aux parents de ces adolescents et aux acteurs principaux, l'ampleur et les enjeux socio-économiques et culturels de ces phénomènes.
Cette étude est une interpellation de toutes les parties prenantes afin que des efforts tripartites soient conjugués pour éradiquer les violences en milieu juvénile et le phénomène « bébé noir » qui gangrène le milieu des adolescents. Notre échantillon est constitué de 100 adolescents suivis à l'église à Guérison, Gunzisme, située à l'arrondissement 1 Makelekele. Cette étude s'articule autour de la revue conceptuelle et théorique, de la méthodologie de recherche et de la présentation des résultats. 1. Revue conceptuelle et théorique. Nous allons aborder le point de vue psychanalytique de l'adolescence, les problèmes de santé mentale et troubles de santé mentale, les facteurs et les conséquences psychiques de la consommation des substances psychoactives. 1.1 Approche psychanalytique de l'adolescence. La compréhension de l'adolescent en tant que sujet est issue de façon quasi exclusive des travaux psychanalytiques concernant les processus d'adolescence à partir de ceux de S. Freud. Ceux-ci ont pris depuis une vingtaine d'années une ampleur remarquable permettant de concevoir, si ce n'est une spécialité, tout au moins une formation particulière concernant les psychothérapeutes travaillant de façon privilégiée avec les adolescents. À l'évêque, 2015, page 55. Nous distinguons 3 ensembles de processus. Les remaniements psychiques, liés à l'apparition de la puberté. Les pulsions sexuelles de l'enfant sont enfin trouvé leur but du fait de l'avènement de la puberté. Cette nouveauté a pour conséquence une reviviscence oedipienne originale asymétrique, centrée sur l'hétérosexualité incestueuse et parricide, une élaboration ou sublimation de l'homosexualité infantile, une mise en crise des organisations infantiles du fonctionnement psychique, de façon plus spécifique du moi et du surmoi. L'importance de ces changements dans le fonctionnement psychique est considérée comme une cause importante de la survenue de troubles psychopathologiques au décours de la puberté. Les processus devant assurer la continuité psychique sont d'autant plus importants que les remaniements précédemment définis sont intenses. Leur objectif est le maintien et la reconstitution des instances de la deuxième topique. Ils ont en commun la recherche d'étayage conséquent sur l'environnement ou les objets extérieurs, afin d'assurer les fonctions de maintien de la réalité, de censure et de référence idéale dans ce contexte de changement. Cette stratégie porte à la fois sur des personnes, objets parental idéalisés, et des idées, idéologies, religions, convictions diverses, adhésion à des appareils de croyance. Si les objets parentaux sont en première ligne, tout événement les concernant exerce un fort impact, et les pères, de façon individuelle et groupale, prennent une place progressivement de plus en plus grande. Si le but des pulsions sexuelles est rendu possible par la puberté, celles-ci n'ont encore trouvé dans les figures et réalités parentales que des objets inadéquats à leur satisfaction, interdits de l'inceste. Les remaniements pubertaires mettent en opposition, voire en impasse, l'entrée dans la catégorie du possible et l'interdiction incestueuse fondamentale à toute acculturation. Les processus psychiques doivent assurer le refoulement des représentations parentales et leur rejet dans l'inconscient, théorie de l'après-coup, le désinvestissement ou obsolescence des objets parentaux actuels et l'investissement de nouveaux objets d'amour avec lesquels la sexualité puisse se développer hors de l'interdit incestueux, tout en manifestant le retour du refoulé et les fantasmes d'enfants. S. Freud, 1970, page 81. 1.2 Problèmes de santé mentale et troubles de santé mentale. Alors que l'approche médicale ou psychiatrique existe depuis longtemps, plusieurs chercheurs adoptent, depuis peu, une vision plutôt sociale ou systémique pour étudier la problématique de la santé mentale et pour agir sur celle-ci. Mélandry 2008, Peayard 2009. C'est qu'il existe tout un processus chez une personne réagissant à l'environnement et aux événements qu'elle rencontre au cours de sa vie. Ces difficultés émotives et psychiques se traduisent par différents symptômes ou réactions qu'on qualifie de problèmes de santé mentale, et éventuellement de troubles de santé mentale, Mélandry 2008, Peayard 2009, J. Suissa 2016. Comme la médicalisation exerce un grand pouvoir dans la société occidentale, certaines personnes bénéficieront de services spécifiques en santé mentale seulement si elles ont un diagnostic posé par un médecin. Cependant, certains services se dissocient des diagnostics de santé mentale en s'adressant à toute personne vivant des difficultés sur le plan émotionnel ou psychique, qu'on caractériserait ici de problèmes de santé mentale.
S. Kutcher 2009, W. McDougall 2009, M. J. Hampton 2016, Wilson 2016. Cette distinction aide à clarifier l'usage de ces deux termes dans cet article. Et pourquoi ni l'un ni l'autre n'a été exclu dans l'échantillon de jeunes faisant partie de notre étude. Un individu peut présenter des problèmes de santé mentale et obtenir un diagnostic de trouble mental, TM, de la part d'un médecin, alors qu'un autre peut présenter des problèmes de santé mentale sans recevoir de diagnostic. Selon l'approche médicale, une maladie mentale ou un trouble mental est défini comme étant un problème qui répond aux critères de diagnostic du DSM-4 en matière de TM ou d'abus de substances, incluant la présence de niveaux significatifs de symptomatologie et un déficit du fonctionnement. CEPSM 2010 page 12. La schizophrénie, la dépression majeure, l'anxiété généralisée et la bipolarité sont quelques exemples de maladies mentales. Les problèmes de santé mentale sont définis comme des difficultés qui pourraient signifier des signes ou symptômes précoces de troubles mentaux, comportementaux ou émotionnels, mais ne sont pas fréquents ni assez graves pour correspondre aux critères de diagnostic. CEPSM 2010 page 12. Ils se manifestent par les sentiments de mal-être, de tristesse ou d'anxiété et par des problèmes de concentration. Entre autres, un problème de santé mentale pourrait représenter tout état de mal-être manifesté par une personne, sans pour autant qu'un diagnostic y soit posé. D.H. Barlow et V.M. Durand 2007 page 27. Quant à l'ampleur de la problématique de santé mentale chez les enfants et les adolescentes ou adolescents canadiens, les études indiquent que de 15 à 21% d'entre eux souffrent de troubles de santé mentale qui causent d'importants symptômes ou des difficultés de fonctionnement. A. Waddell et Collab, 2007, S. Kutcher et McDougall 2009, Ministère des Services à l'enfance et à la jeunesse de l'Ontario, MSJE, 2010. 1.3 Consommation des substances psychoactives, facteurs et conséquences psychiques. 1.3.1 Les facteurs de consommation des substances psychoactives. De nombreuses circonstances président à une consommation problématique de substances psychoactives ou la favorisent. La consommation problématique est une notion essentielle dans la définition du terme toxicomanie, conséquence de la dite consommation. C'est elle qui permet de distinguer l'usage dit simple de la toxicomanie. Elle se détermine indépendamment du caractère licite ou non de la substance psychoactive. De fait, la consommation problématique étant d'une incapacité à contrôler sa consommation. Ainsi, apparaît la notion de consommation contrôlée où l'usager reste maître de sa consommation. Il existe deux modes de consommation, concernant les psychotropes illégaux. Une consommation dite festive, ou récréative, ou parfois de performance, qui concernerait plutôt une population jeune et issue de tous les milieux où la consommation serait induite par le plaisir, la curiosité ou par un effet de groupe. Une consommation dite problématique, concernerait une population ayant des difficultés préalables à la consommation de psychotropes et pour laquelle cette consommation serait induite par le mal-être. Dans les faits, les usagers qui sont considérés comme à problème sont ceux dont la consommation induit une rencontre avec le public, sanitaire, social ou judiciaire. La notion de consommation dite problématique s'oppose aussi à celle de consommation occasionnelle, qui permet de ne pas considérer comme toxicomanes les sujets qui contrôlent leur consommation. Pour le tabac, la dépendance peut être évaluée par les critères suivants: les quantités consommées et le laps de temps observé entre le réveil et la première cigarette. Pour l'alcool, la consommation problématique est estimée en fonction d'une norme de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, fixant la consommation quotidienne sans danger pour la santé à 3 verres d'alcool standard par jour pour les hommes et 2 pour les femmes. Le mécanisme des troubles de santé mentale met en jeu de nombreux facteurs parmi lesquels des facteurs sociétaux. On note l'hédonisme contemporain, l'hyperindividualisme, la recherche de performances professionnelles, scolaires ou sportives, etc. Des facteurs sociaux. Ils sont caractérisés par la facilité d'accès aux produits ou substances psychoactives, la proximité d'autres usagers, la pression du groupe et de la mode. Il arrive un âge où pour l'enfant, les copains et la bande deviennent la priorité absolue. S'il se trouve que dans ce groupe, l'examen de passage consiste en la prise d'une drogue, il faut une sacrée force de caractère pour y résister. Dans la majorité des cas, pour ne pas courir le danger de se faire exclure de la bande, on cède à la pression en prenant la drogue.
L'intégration sociale est donc considérée comme réussie. On atteint, avec le plaisir et la convivialité, un des points centraux pouvant expliquer le recours à la drogue. Il n'existe pas dans le monde un seul pays, une seule région, une seule tribu qui ne possède pas au moins une drogue qui s'intègre dans son histoire et dans son patrimoine culturel. Des facteurs familiaux, ils sont générés par les conflits familiaux. On notera que dans la biographie des toxicomanes, on retrouve fréquemment la notion d'un père absent, soit par décès ou divorce, soit parce qu'il n'est pas disponible ou ne s'implique pas dans l'éducation de son enfant, des parents excessifs ou sans autorité, la violence, les abus, l'absence des valeurs. C'est un des rôles des parents que de transmettre à leur descendance des valeurs morales. Ces valeurs qui varient d'un individu à l'autre ne seront pas forcément toutes adoptées par leurs enfants, mais elles tiendront lieu de charpente pour construire leur vie, etc. Des facteurs individuels qui relèvent du manque de satisfaction dans les rapports avec autrui ou l'entourage, l'hyperactivité. Tous les jeunes à l'adolescence ont presque physiologiquement besoin d'affronter les risques. C'est une manière pour eux de découvrir et éventuellement de dépasser leurs limites pour grandir. Le trouble de la personnalité. Des facteurs génétiques, car il n'est pas rare de voir toute une lignée consommer des substances psychoactives. Des facteurs psychologiques. 1.3.2 Les conséquences psychiques de consommation des substances psychoactives. Elles ont été d'abord mises en évidence par le créateur de la psychanalyse, S. Freud, travers les notions d'après-coup et de trauma. Les recherches actuelles discriminent les conséquences immédiates, dans les 2 ans suivant l'abus, et à long terme. Certaines regroupent des phénomènes hétérogènes, tels une agression par un pédophile ou bien un inceste. Elles négligent fréquemment le statut antérieur de l'enfant dans sa famille et confondent abus chronique et violence singulière. Ces recherches associent les conséquences de violences difficilement comparables, telles celles inhérentes à l'exhibitionnisme ou à un viol. Elles ne tiennent pas toujours compte de l'âge de l'enfant, omettent les effets des prises en charge ou bien leur spécificité, méconnaissent les troubles éventuellement présentés par l'enfant avant l'agression et très généralement la conflictualité psychique antérieure, évaluent avec difficulté les effets de la situation dans laquelle se trouvent les parents comme la séparation ou l'incarcération parentale, etc. Les conséquences les plus communément admises à court terme sont l'apparition d'un syndrome de stress post-traumatique, des troubles anxieux ou dépressifs, des manifestations phobiques, des troubles de la concentration et de l'attention, des manifestations fonctionnelles, des troubles somatiques, des comportements sexuellement agressifs, avec parfois des actes provocateurs pouvant placer l'enfant en situation de victime. Une chute de l'efficience scolaire ou bien à l'inverse, un surinvestissement sont parfois notés. Plus incertaine est la question des troubles cognitifs induits, et particulièrement pour les troubles précoces, d'une inhibition intellectuelle durable. Forg 2009 page 67. 2. Méthodologie de la recherche. 2.1 Cadre de l'étude et participants. Le Ngunzisme est une église à guérison qui est située dans la zone sud de Brazzaville. L'église ngunziste est parfaitement insérée dans le réseau thérapeutique local, Mukuta, 2004/82. Dans ce quartier comme dans les autres quartiers de Brazzaville, infirmiers, guérisseurs, sectes, herboristes, dispensaires privés, secouristes se côtoient. Rien de spectaculaire dans cet espace dont l'aspect rural fait oublier qu'il se trouve au cœur d'une ville de plus de 10 000 habitants. Le prophète fondateur de l'église habite sur place avec sa femme et ses 4 enfants, tous scolarisés. Tandis que sa femme s'occupe de ses plantations, certaines patientes participent à la préparation du repas. D'autres s'adonnent à des palabres sans fin, tout en écoutant distraitement les informations émises par la radio nationale. Leur vie est rythmée par les offices et les prières collectives. Des cours de catéchisme sont l'occasion d'alphabétiser les femmes. La chorale répète en vue de la célébration dominicale. Des patients s'entretiennent avec le prophète ou avec ses disciples. Le prophète est aidé de conseillers divers, voyants, disciples, soignants, responsables de chorale, secrétaires administratifs, trésoriers, etc. Cette organisation est formalisée dans les statuts déposés au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, mais elle fait constamment l'objet d'aménagements, de discussions et de propositions de la part des adhérents lors des assemblées régulières. Les séances de soins pour les patients hospitalisés ont lieu le matin, 2 fois par semaine, et consistent en une rapide prière et une lecture de la Bible suivie pour chacun,
d'une aspersion d'eau bénite et d'une imposition des mains par le soignant. L'après-midi est plutôt consacré aux consultations. 2 fois par semaine, dans une atmosphère détendue, parfois grave, les voyants reçoivent les patients qu'ils consultent pour la première fois. Certains patients suivent régulièrement les soins dans l'église, eau bénite et prière. Enfin, le vendredi, le prophète invite certains patients à une purification dans la piscine. Mais les activités thérapeutiques et religieuses laissent ensuite la place aux activités collectives d'édification ou de réfection des bâtiments, au nettoyage de la parcelle et de la piscine, etc. Le prophète participe activement à toutes ces activités. À l'issue du séjour thérapeutique des patients, une grande importance est donnée au fait de les raccompagner chez eux. Leur maison est bénie, protégée. Ils n'ont jamais été désinsérés de leur famille, mais ils font désormais partie d'une communauté plus large. NLM Gimby, 2014, page 271. Pour effectuer cette étude, l'échantillon retenu est de 100 individus de sexe masculin. 2.2 Techniques de collecte et d'analyse des données. 3 techniques sont utilisées, l'observation, l'entretien semi-directif et l'étude de cas cliniques. La pré-enquête a constitué le moment où la grille d'entretien a été testée sur la population d'enquête afin de l'améliorer, de faire connaissance avec les sujets et les responsables de l'église ngunziste, en vue d'avoir des informations utiles pour cette recherche. La première technique, c'est-à-dire l'observation, s'exerce dans de nombreuses disciplines qui s'articulent avec la psychopathologie. Elle est donc centrale dans le processus clinique et thérapeutique. L'observation requiert des techniques d'analyse spécifiques, le plus souvent avec l'aide de l'enregistrement vidéo ou au magnétophone des séances, selon les critères temporels de la contingence pour chacune des principales activités d'échange entre l'observateur et l'observé, D.W. Winnicott, 1969, page 280. Au sens général, observer revient à maintenir tel quel un objet, une personne, une situation, et que le sujet observant se doit, pour être rigoureux, d'appréhender le plus fidèlement possible sans la déformer. L'observation implique un objet, une chose, un individu, une situation et un observateur. Les Zocchini, 2008, page 38. Selon Audouville, 2014, page 87, un objet n'a pas de sens en lui-même, pour lui-même. Il n'acquiert une signification et donc une existence qu'à partir du moment où il existe pour un sujet. Il n'y a donc pas de réel en soi, mais pour un sujet. C'est l'observation qui donne réalité à l'objet observé. Pour le psychologue clinicien, la réalité n'existe que dans sa relation au sujet. La seconde est une situation d'interaction verbale entre 2 individus en contact direct, avec un objet précis. Elle implique une relation duelle et une communication verbale. L'entretien consiste à dégager, à travers le discours et l'analyse de contenu, les mécanismes psychologiques et psychosociaux de certains comportements relationnels et attitudes observés pour une lisibilité qualitative de la problématique liée à la consommation des substances psychoactives, la relation entre santé mentale et troubles de santé mentale. Le bureau du prophète a été le lieu où se sont déroulés les entretiens avec les adolescents, dans une ambiance sereine et de convivialité, profitant de ce que ce bureau est réputé être sain. L'étude de cas clinique est la 3e technique retenue pour cette étude. C'est une procédure d'analyse qui repose sur une approche compréhensive fondamentalement clinique, qui consiste à dépouiller les cas, en tentant de dégager les éléments significatifs, c'est-à-dire les indicateurs de sens qui situent le processus de conflictualité à travers une problématique existentielle où l'angoisse est le mécanisme clé. Cela permet de rapprocher les faits psychologiques tirés de l'anamnèse et de pouvoir, en conséquence, cerner le processus de déclenchement du conflit lié à la consommation des substances psychoactives, son évolution et sa traduction somatique par le biais de mécanismes psychophysiologiques assez élaborés. Monsieur Emanueli, 2004, page 55. Les caractéristiques sociodémographiques définies à travers l'âge, le sexe et le niveau d'études décrivent la population enquêtée. Cet article met en évidence les items suivants. Les modalités de consommation des substances psychoactives, les types de substances psychoactives consommées et la motivation à la consommation des substances psychoactives. 3. Présentation des résultats. 3.1 Caractéristiques sociodémographiques.
Notre population est composée de 100 adolescents de sexe masculin, tous membres du ngunzisme. Tableau 1. Répartition des sujets en fonction de leur niveau d'études. Source: Enquête des auteurs, 2015 à 2016. Les données de la recherche montrent que sur 100 adolescents, 0,3 soit 3% ont un niveau universitaire, 52, soit 52% ont un niveau de lycée, 30, soit 30% ont un niveau de collège et 15, soit 15% ont un niveau primaire. 3.2 Analyse des réponses à la question: comment les adolescents sont-ils entrés pour la première fois en contact avec les substances psychoactives? Tableau 2. Répartition des sujets en fonction des modalités d'entrée en contact pour la première fois avec les substances psychoactives. Source: Enquête des auteurs, 2015 à 2016. Les données de cette étude indiquent que 62 adolescents, soit 62%, entrent en contact pour la première fois avec les substances psychoactives pendant les soirées récréatives, 30, soit 30% pendant les divers événements sociopolitiques que le Congo a connus et 8 adolescents, soit 8% par imitation auprès des amis. 3.3 Analyse des réponses à la question: quel type de substances psychoactives consomment les adolescents? Tableau 3. Représentation des sujets en fonction du type de substance psychoactive consommée. Source: Enquête des auteurs, 2015 à 2016. Les données montrent que 60 adolescents, soit 60%, consomment le cannabis, 5, soit 5% les amphétamines et 25, soit 25% d'autres substances psychoactives comme les produits volatiles, colle à froid, la chicha, etc. Le fort taux de consommation du cannabis se justifie par la simple raison qu'il se vend à bas prix, contrairement aux autres substances psychoactives. Le cannabis est à l'origine de la consommation problématique chez les adolescents à Brazzaville. 3.4 Analyse des réponses à la question: pourquoi les adolescents consomment-ils les substances psychoactives? Tableau 4. Représentation des sujets en fonction des éléments motivationnels qui poussent les adolescents à consommer les substances psychoactives. Source: Enquête des auteurs, 2015 à 2016. Les données de cette étude font connaître que 55 adolescents, soit 55%, consomment les substances psychoactives, par effet de mode, voulant se conformer à ce que les autres congénères font. 35, soit 35% en vue d'avoir le courage d'affronter les situations. 7, soit 7% consomment ces dites substances sans aucune raison valable et 3, soit 3% pour avoir les pouvoirs dominateurs sur les autres. 3.5 Illustration de quelques cas cliniques. Pour des raisons d'anonymat, les cas cliniques seront nommés par la lettre A, accompagnés d'un indice chiffré. Par exemple A1, A2, etc. 3.5.1 Cas numéro 1. Présentation de l'adolescent, A1. C'est un adolescent âgé de 20 ans, sans enfant et aîné d'une famille de 4 membres. Il a un niveau d'études de terminale littéraire. Il est orphelin de mère depuis l'âge de 5 ans. Son père s'était remarié quand il avait 10 ans. Depuis environ 4 ans, A1 ne vivait plus avec ses parents. Il habitait avec ses pères jusqu'au moment où son père le rattrape et les mène en consultation à l'église à guérison le ngunzisme. Motif de consultation. A1 est un sujet qui vient du quartier Kinsundi où il vit avec des amis, plus précisément à Kingwari. Il est conduit par son père en consultation, pour comportement atypique caractérisé par la participation aux actes de violence en bande ou en solitaire. Pour le père, A1 est envoûté et il est impérieux de le désenvoûter par un spécialiste en la matière, un spirithérapeute. Le diagnostic spirituel. Le prophète, après les séances de prière, pose le diagnostic qui conclut que A1 est tenté par les mauvais esprits qui sont facilement maîtrisables. Il lui faut une hospitalisation, afin de suivre le traitement spirituel. Élément d'entretien psychologique. En cherchant les causes profondes de son état, le patient confie ce qui suit. J'étais surpris de voir mon père venir me chercher pour me conduire ici. Pour lui, moi je ne compte pas, je suis inutile à ses yeux. Il préfère sa femme et tous les autres enfants qu'il a eus avec elle qu'à moi. Docteur, je veux que vous puissiez m'écouter. Je ne sais pas si vous comprendrez ce qui me fait mal au cœur. Mes malheurs sont venus avec la mort de ma mère et l'arrivée de la femme de mon père au foyer.
J'ai même abandonné mes études en classe de terminale, à cause de cette situation. J'ai traîné dans la rue pendant des jours. Heureusement que l'un de mes amis m'avait récupéré chez eux, avec la bénédiction de ses parents. J'y ai vécu pendant presque 3 ans avant que la mère de mon ami ne me mette dehors, prétextant que j'étais sorcier. J'ai passé des nuits dans la rue dans les grandes souffrances. Mon père ne m'aime pas. Actuellement, je me batte à ma manière. Je ne sais pas pourquoi papa est venu me chercher. Il croit que je suis devenu fou. Je crois que c'est lui qui doit être malade à cause des fétiches que sa femme lui met dans la nourriture. Mon père n'a pas de parole devant sa femme. Le récit du sujet a fait ressortir les éléments qui montrent qu'il vit, de temps à autre, le deuil de la disparition de sa maman. Il met en relation ses malheurs et le décès de sa mère. Aussi, il nie son état de santé qui, visiblement, attire l'attention de son entourage par le comportement agressif dont il fait montre. Sur le plan physique, il ne prend pas soin de lui, cheveux non peignés, ongles non taillés, vêtements sales, etc. Sur le plan psychologique, il est logoréique et très colérique vis-à-vis de son père. Son caractère oscille. L'humeur par nature fluctue. Parlant de la prise des substances psychoactives, A1 dit : j'ai commencé à consommer la boisson appelée « contre-mur » avec mes amis. C'est après quelques nuits passées dans la rue, pour me prémunir du froid que j'ai touché à ma première cigarette. Je crois que c'est par la cigarette fine que j'ai commencé à fumer. Il peut arriver que je prenne le chanvre. Cette plante, selon notre conception africaine, chasse les mauvais esprits. D'ailleurs, on soigne beaucoup de maladies avec les feuilles du cannabis. J'ai déjà pris aussi la vapeur de la colle à froid. Je souhaite que vous ne dites rien à mon père, parce qu'il aime toujours s'opposer à ce que je fais. C'est pourquoi j'étais partie de chez lui. A1 a avoué qu'il consomme les substances psychoactives, après avoir été initié par ses amis dans la rue. Il apparaît clairement que les adolescents ont une influence de leur père. Étant dans la période de s'affirmer, A1 veut agir comme les autres enfants de son âge. Les indicateurs de sens. Il y a un problème qui me tracasse, je suis jeune, mes amis qui ont leurs parents et qui vivent ensemble avec eux vont à l'école. Ils ne vivent pas mon calvaire. Je sais que si ma mère était en vie, elle ne devait pas tolérer que son enfant vive dans la galère. Lorsque j'aperçois papa et sa femme, je pense immédiatement à ma défunte mère. Je ne sais pas comment faire pour sortir de cette situation. A1 ne cesse de vivre le deuil du décès de sa mère. Expression de désespoir et de douleur morale soutenue par le sentiment de rejet par son père avec la présence de sa belle-mère. Approche compréhensive. Cette observation offre un tableau clinique caractérisé par l'anxiété liée à des circonstances événementielles d'une vie jalonnée d'écueils existentiels déstabilisants, sujet présentant une personnalité marquée par la précarité du potentiel affectif. Celui-ci se traduit par une difficulté qu'éprouve le sujet d'avoir de bonnes relations avec son père. La perte de sa mère qui est un élément très important pour l'équilibre psycho-affectif, l'abandon des études, etc. Autant de facteurs stressants pour un adolescent dont les conditions alimentent un contexte de vie fait d'incertitude, de désespoir, de manque de soutien colore en noir l'ensemble du tableau. Il s'agit d'un cas dont la problématique clinique renvoie à un mode de fonctionnement de la personnalité sous-tendu par une dynamique dépressive, avec comme inférence la dépendance aux substances psychoactives. Cette dépendance prise comme un déséquilibre interne, se manifeste par l'angoisse qui vient mettre à distance les pensées, émotions et affects qui sont perçus comme potentiellement dangereux pour l'organisation du moi. En somme, la toxicomanie chez ce patient à bien des égards paraît être liée aux divers traumatismes psychiques dont la traduction clinique évoque un processus dépressif. 3.5.2 Cas numéro 2. Présentation de l'adolescent, A2. A2 enfant unique, est âgé de 19 ans. Il est orphelin de père et de mère depuis l'âge de 5 ans. Ses parents étaient décédés lors d'un accident de la circulation du retour d'un enterrement à Brazzaville. Après les obsèques, le frère cadet de son défunt père l'avait récupéré. Quelques années plus tard, suite à une incompréhension avec la femme de son oncle paternel, pendant que ce dernier était en mission de service, la sœur cadette de sa mère défunte l'avait récupéré de force lorsqu'il était en classe de 5e. A2
élève brillant, a obtenu son BEPC à l'âge de 14 ans, dans un collège de Brazzaville. C'est au lycée que sa descente aux enfers va commencer. Sa tante a 4 enfants, et aucun d'entre eux n'a déjà obtenu le BEPC jusqu'à ce jour. Pour cette raison, A2 est accusé de sorcellerie. Pour sa tante, c'est lui qui bloque ses cousins afin que ces derniers ne réussissent pas au BEPC. En classe de première, il avait été sorti de la maison par sa tante, nuitamment sous la pluie. Ne pouvant plus, par gêne, repartir chez son oncle paternel, à cause de la manière dont il était parti de là, il s'est retrouvé d'abord chez les amis pour terminer dans la rue. Après avoir séjourné au commissariat central pour bagarre rangée entre les élèves du lycée technique commercial du 1er mai et ceux du lycée Nganga Edward de Brazzaville, l'état de santé mentale de A2 avait intrigué son oncle paternel qui s'était vu obligé de le récupérer. Motif de consultation. A2 est conduit par son oncle paternel en consultation à l'église d'Engenzist pour agressivité physique, manque de propreté corporelle et vestimentaire, insomnie. Ce dernier pense que le sujet est ensorcelé par sa famille maternelle. Pour lui, le fait d'avoir pris de force A2 de ses bras est largement suffisant pour justifier l'origine de la malédiction. Tant qu'il vivait avec cet enfant, ce genre de choses ne lui arriverait jamais. Il serait toujours protégé par les esprits de la famille paternelle. Le diagnostic spirituel. Le sujet, à son arrivée à la paroisse d'Engenzist, était reçu par un voyant membre charismatique de l'Église. Ce dernier est arrivé au collège en classe de 3e. Après la consultation émaillée des séances de prière, le voyant pose le diagnostic qui conclut que A2 a choisi un chemin dangereux pour sa vie. Le fait d'avoir fait partie d'un groupe des enfants maudits, il est l'objet de la malchance du dit groupe. Mais néanmoins, avec les séances de prière, la solution serait trouvée en le sortant de cette malédiction. Élément d'entretien psychologique. Le patient confie ce qui suit. Depuis que ma tante était venue me chercher de chez mon oncle paternel, j'avais une interdiction formelle de repartir lui rendre visite. J'ai vécu plusieurs injustices chez ma tante. Elle s'occupait mieux de ses enfants que de moi. Quand je me mettais à travailler, c'est en ce moment qu'elle me demandait toujours de faire quelque chose. Même quand ses enfants étaient libres, elle m'imposait de faire ce travail. Je me sentais comme un esclave. Cela me faisait penser à mes parents décédés. J'ai vécu un martyre auprès d'elle. C'est par la grâce de Dieu que j'ai réussi au BEPC. Là encore, ce diplôme m'a engendré d'autres problèmes. Il aurait fallu que je sois dans la même situation que ses enfants, pour être en harmonie avec elle. Il est difficile de vivre sur cette terre sans la présence de ses parents. Il arrive des moments où je trouve qu'il est mieux de mourir que de vivre dans cette galère. Même les oiseaux sont organisés et vivent en harmonie avec leurs semblables. Dans ce récit, A2 présente des éléments qui montrent qu'il vit toujours le deuil du décès de son père et de sa mère. Il se sent avoir été martyrisé et pris comme un esclave. Il a le sentiment d'avoir été dévalorisé. Au sujet de la consommation des substances psychoactives, A2 déclare: au début, j'ai commencé à fumer avec les amis qui traînaient avec moi le soir. Nous fumions la cigarette de marque fine rouge. Elle n'est pas dangereuse. Quelquefois nous prenions aussi le whisky qui est vendu à 150 ou 250 francs CFA. J'avoue qu'un jour, un grand à nous, c'est-à-dire notre chef de groupe, nous avait demandé de fumer feuilles sèches enroulées dans un papier pelure en forme de cigarette, afin d'avoir le courage et de vaincre les mauvais esprits. C'est plusieurs semaines plus tard que je m'étais rendu compte que nous étions déjà en train de fumer le chanvre. Contrairement à ce que les gens disent, le chanvre ne fait rien au corps. Cependant, lorsqu'on l'associait à l'alcool, je sentais une petite pression monter dans la tête. D'ailleurs, elle ne dure que quelques minutes, puis ça passe. Les gens pensent que le chanvre est une drogue. C'est faux. La drogue, c'est la cocaïne et bien d'autres substances. A2, dans ses propos, ne reconnaît pas avoir pris la drogue. Pour lui, le chanvre n'est pas une drogue. Il utilise le déni comme mécanisme de défense. Les indicateurs de sens. J'ai vécu un martyre auprès d'elle. C'est par la grâce de Dieu que j'ai réussi au BEPC. Là encore, ce diplôme m'a engendré d'autres problèmes. Il aurait fallu que je sois dans la même situation que ses enfants, pour être en harmonie avec elle.
Il est difficile de vivre sur cette terre sans la présence de ses parents. Il arrive des moments où je trouve qu'il est mieux de mourir que de vivre dans cette galère. Ade ne cesse de vivre le deuil du décès de ses parents. Expression de désespoir et de douleur morale, soutenue par le sentiment d'autodévalorisation sociale. C'est plusieurs semaines plus tard que je m'étais rendu compte que nous étions déjà en train de fumer le chanvre. Contrairement à ce que les gens disent, le chanvre ne fait rien au corps. Cependant, lorsqu'on l'associe à l'alcool, je sentais une petite pression monter dans la tête. D'ailleurs, elle ne dure que quelques minutes, puis ça passe. Les gens pensent que le chanvre est une drogue. C'est faux. La drogue, c'est la cocaïne et bien d'autres substances. Désir fort de refus de prendre la drogue, le déni comme mécanisme de défense. Approche compréhensive. Il s'agit d'un sujet dont le complexe psychologique est centré sur le vécu continuel du deuil de ses parents. Ceci se caractérise par l'anxiété liée à des circonstances événementielles d'une vie jalonnée d'écueils existentiels déstabilisants. Ce patient présente une personnalité profondément affectée par les difficultés existentielles et sociales. La perte de ses parents qui est un élément très révélateur pour le déséquilibre psycho-affectif, l'abandon des études, etc. Autant de facteurs stressants pour un adolescent dont les conditions alimentent un contexte de vie fait d'incertitude, de désespoir, de manque de soutien colore ce tableau clinique traduisant le traumatisme psychique. En somme, la personnalité profondément affectée par les difficultés existentielles et sociales signalées chez le patient, la perte des parents dont les conséquences sont le déséquilibre psycho-affectif, l'abandon des études et la dépendance aux substances psychoactives, à bien des égards, paraissent être liés aux divers traumatismes psychiques dont la traduction clinique évoque un processus dépressif. 3.6 Synthèse. Les données recueillies de notre recherche auprès de 100 adolescents suivis à l'église à guérison, le mgunzisme, en 2015 à 2016, nous ont permis de vérifier les hypothèses selon lesquelles les adolescents consomment par mimétisme les substances qui sont faciles à obtenir, pendant leur retrouvailles. La consommation de ces substances participe à la construction d'une personnalité forte, capable de se surpasser en cas de difficulté dans la vie quotidienne. Sur le plan du niveau scolaire, les résultats de la recherche montrent que sur 100 adolescents, 0,33 soit 3% ont un niveau universitaire, 52, soit 52% ont un niveau de lycée, 30, soit 30% ont un niveau de collège et 15, soit 15% ont un niveau primaire. Concernant le mode initial de prise des substances psychoactives, les données de cette étude indiquent que 62 adolescents, soit 62% entrent en contact pour la première fois avec les substances psychoactives pendant les soirées récréatives, 30, soit 30% pendant les divers événements sociopolitiques que le Congo a connus et 8,08 adolescents, soit 8% par mimétisme auprès des amis. Au sujet du type de drogue consommée, les données montrent que 60 adolescents, soit 60% consomment le cannabis, 5,05, soit 5% les amphétamines et 25, soit 25% d'autres substances psychoactives comme les produits volatiles, colle à froid, la chicha, etc. Le fort taux de consommation du cannabis se justifie par la simple raison qu'il se vend à bas prix, contrairement à d'autres substances psychoactives. Le cannabis est à l'origine de la consommation problématique chez les adolescents à Brazzaville. À propos de la motivation à la consommation des substances psychoactives, cette étude fait connaître que 55 adolescents, soit 55% consomment les substances psychoactives par effet de mode, voulant se conformer à ce que les autres congénères font. 35, soit 35% en vue d'avoir le courage d'affronter les situations. 7,07, soit 7% consomment ces dites substances sans aucune raison valable et 3,03, soit 3% pour avoir les pouvoirs dominateurs sur les autres. En définitive, nos sujets d'étude dont la problématique clinique renvoie à un mode de fonctionnement de la personnalité sous-tendu par une dynamique dépressive, avec comme inférence la dépendance aux substances psychoactives. Cette dépendance prise comme un déséquilibre interne, se manifeste par l'angoisse qui vient mettre à distance les pensées, émotions et affects qui sont perçus comme potentiellement dangereux pour l'organisation du moi. Le développement de la violence et des comportements déviants avec la création des groupes comme les bébés noirs, répartis en américains, d'une part et en arabe, d'autre part, à l'instar de ce que montrent régulièrement les médias,
nous a permis de mener cette étude. Celle-ci met en évidence l'émergence de la violence, la consommation des substances psychoactives, les problèmes de santé mentale et les troubles de santé mentale chez les adolescents de Brazzaville suivis à l'église à guérison, le ngunzisme. Conclusion. L'émergence de la technologie et des techniques a aujourd'hui des répercussions remarquables sur le monde. Les adolescents sont en proie aux conséquences de cette évolution. Celle-ci permet à ces derniers de connaître en temps réel tout ce qui se passe ailleurs. L'imitation et le mimétisme caractérisent les jeunes. Elles génèrent aussi un type de personnalité complexe pour les adolescents. En effet, l'adolescence est une période souvent décrite comme à la fois critique et problématique. Critique, car il s'agit d'une période de remise en question intense, de soi, de son corps, de son environnement, où l'individu en proie à de nombreux changements, peut avoir un sentiment d'étrangeté par rapport à lui-même et peut ressentir un sentiment, souvent projectif, d'incompréhension des autres envers lui-même. Mais il s'agit aussi d'une problématique, dans la mesure où l'individu est plongé dans un paradoxe. Devoir devenir adulte, c'est-à-dire accéder à la capacité de faire des choix pour lui et de les assumer, sans toutefois en avoir totalement les moyens du fait qu'il demeure sous la dépendance et la tutelle parentale, du point de vue légal, administratif, éducatif. Par conséquent, la consommation régulière des substances psychoactives, les bagarres rangées entre les adolescents dans les quartiers de Brazzaville, l'absentéisme et la baisse du rendement scolaire sont autant de mots qui caractérisent les milieux des adolescents à Brazzaville. Surtout que la plupart des parents des adolescents ne savent pas que leurs enfants consomment des substances psychoactives. Il est plus difficile de faire face aux mots qui, avec l'émergence de la technique et de la technologie, par le biais des médias par exemple, engendrent plusieurs phénomènes à Brazzaville. Les pouvoirs publics, par le biais des services de sécurité, et les parents des adolescents doivent conjuguer leurs efforts pour trouver des solutions fiables à ces maux. Dans la réalité, la consommation des substances psychoactives en est une des causes principales des violences en milieu juvénile. L'intérêt de cette recherche est de sensibiliser la population des dangers de la consommation des substances psychoactives, de faire saisir aux pouvoirs publics, aux parents de ces adolescents et aux acteurs principaux, l'ampleur et les enjeux socio-économiques et culturels de ces phénomènes. Cette étude est une interpellation de toutes les parties prenantes afin que des efforts tripartites soient conjugués pour éradiquer les violences en milieu juvénile et le phénomène « bébé noir » qui gangrène le milieu des adolescents. Tenant compte de la problématique clinique dont font l'objet nos sujets d'étude, et qui renvoie à un mode de fonctionnement de la personnalité sous-tendu par une dynamique dépressive, avec comme inférence la dépendance aux substances psychoactives, il est souhaitable que l'intervention des psychologues dans toutes les structures scolaires ou académiques soit formalisée. Ceci va considérablement contribuer à la prise en charge globale de ces patients, à l'éradication de la consommation des substances psychoactives et de toutes les conséquences qui y sont attachées, comme les problèmes de santé mentale et troubles de santé mentale. Références bibliographiques. Ayar-Pierre, 2009. L'irrésistible expansion du champ de la santé dans H. Sani Yahya, Pouvoir médical et santé totalitaire. Barlow David H. et Durand Vincent Monsieur, 2007. Comprendre la psychopathologie, dans David H. Barlow et Vincent Monsieur Durand, Psychopathologie, une perspective multidimensionnelle. Bruxelles, Collection Ouverture psychologique de Bock, pp 2-21. Centre d'excellence provincial au CHEO en santé mentale des enfants et des ados, CEPSM, 2015. L'accès et les temps d'attente en santé mentale des enfants et des adolescents. Document d'information,
document soumis à l'Institut du développement et de la santé des enfants et des adolescents. Douville-Olivier 2014, Les méthodes en psychologie clinique, Paris Duno. Emmanueli Michel 2004, L'examen psychologique en clinique, situation, méthode, étude de cas. Paris Duno. Forgueric et Collab 2009, De l'émergence à la consolidation, l'état de santé chez les francophones en situation minoritaire, Moncton, Nouveau-Brunswick, Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. Freud Sigmund, 1970. Introduction à la psychanalyse, Paris, Payot. GHIMBI, Nicaise Léandre Mesmin, 2014, La représentation sociale du psychologue clinicien dans les centres hospitaliers de Brazzaville. Identité et appartenance, thèse de doctorat unique en psychologie, sous la direction de Dieudonné TSOKINI, Université Marien Ngouabi, Brazzaville 444 p. Kutcher, Stanley et McDougall Hensley, 2009, Problem with access to adolescent mental healthcare can lead to dealings with the criminal justice system, Pediatrics et Children Health, volume 14, page 15 à 18. Kutcher Stanley, Hampton Mary Jane et Wilson Jeffrey 2016. Child and Adolescent Mental Health Policy and Plan in Canada, en Analytical Review, Canadian Journal of Psychiatry 55-2, 100 à 107. Landry Bala, 2008, L'approche systémique en santé mentale, 2e édition, Paramètres, les presses de l'Université de Montréal. L'évêque Annabelle, 2015 Les adolescentes et les adolescents, une population à risque. La situation des francophones en milieu minoritaire, ref du 30 juin 2014, Winnipeg, Manitoba, Collège universitaire de Saint-Boniface. MOUKOUTA Charlemagne Simplice, 2004, Maladie mentale. Représentation, itinéraire thérapeutique au Congo, Paris, Paris. Mousseau-Norman 2014, De l'atome à la conscience, phénomène d'émergence et complexité. Dans Lefebvre-Solange, Raison d'être, le sens à l'épreuve de la science et de la religion, Montréal, les presses de l'Université de Montréal. Swissa Jacob Amnon, 2016, Médicalisation. Ritalin et enjeux sociaux, la performance dans la pilule. Chapitre 14, dans HS Yaya, Pouvoir médical et santé totalitaire, conséquences socio-anthropologiques et éthiques, Québec, les presses de l'Université Laval, page 301 à 317. TSOKINI Dieudonné, 2008, Psychologie clinique et santé au Congo, Paris l'Harmattan. TSOKINI Dieudonné, 2007 Dynamique de la personnalité et changement social, perspective de la psychologie pathologique et clinique et contexte post-conflit, thèse d'habilitation à diriger des recherches, Université d'Amiens. Winnicott Donald Woods, 2009, L'observation des jeunes dans une situation établie, 1941, trad. Fr. JKALMANOVITCH, In de la pédiatrie à la psychanalyse, Paris, Payot, 269 à 288. ZWIRNRV 2015, Qu'est-ce que l'émergence? In Science et Avenir hors série numéro 143 juillet-août pp 15 à 28. La dynamique psychothérapeutique de la religion Ayélésili. Fidel Keon. Centre national de prévention et de traitement des traumatismes psychiques, CNPTTP. Résumé. Ayélésili est une religion à guérison. Sa dynamique psychothérapeutique est constituée de 3 leviers socio-culturels. Les supports thérapeutiques, le corps, le verbe, la collectivité, les mécanismes socio-psychothérapeutiques, la croyance, le processus cathartique de résocialisation et la réinsertion, les techniques thérapeutiques verbales, confession, prière, palabres, chant, témoignage, et les techniques thérapeutiques non verbales, transe, danse, rythme, massage, mort symbolique. Ces procédures psychothérapeutiques de relation et d'expression ont un ressort cathartique. Mots-clés, psychothérapeutique, dynamique, Ayélésili, cathartique, guérison, technique. The Psychotherapeutic Dynamics of Ayélésili Religion. Abstract. Ayélésili is a healing religion. Its psychotherapeutic dynamics consist of 3 sociocultural levels, the therapeutic support, the body, the word and the collectivity, le socio-psychotherapeutic mechanisms, belief, the cathartic process of resocialization and the rehabilitation, verbal therapeutic technique, face, prayer, palaver, hymn, testimony, and non-verbal therapeutic technique, trance, dance, rhythm, massage, dit symbolique.
Test psychotherapeutic procedure of the relation and expression have a cathartic effect. Keywords. Psychothérapeutique, dynamique, ayélésili, cathartique, healing, technique. Introduction. En 1940, les esprits s'emparèrent de Jacques Ngambo et le conduisirent à embrasser, à contrarier le métier de Nga, féticheur à la manière de l'Afrique profonde. 26 ans plus tard, Jacques Ngambo découvrit la manifestation de Dieu. Alors qu'il n'avait jamais su ni lire ni écrire, il se munit d'une écritoire faite avec le rayon d'une jambe de vélo qu'il porta au rouge vif et par pyrogravure écrivit sur une croix en bois « Ayélésili », opuscule de la religion Ayélésili 1983, page 1. Ayélésili est la dénomination d'une religion traditionnelle africaine, fondée en 1966 par le prophète Jacques Ngambo, au village Opao, à 15 km de Djambala, département des Plateaux, en République du Congo. L'expression Ayélésili est faite du mot Teke Ayélé, qui signifie intelligence, et du mot Lingala Zili, qui signifie fini. Ayélésili signifie littéralement l'intelligence est finie, c'est-à-dire les limites des possibilités d'action de l'homme dans le traitement des maladies, et c'est le commencement ou l'intervention de l'action de Dieu, le Tout-Puissant. C'est pourquoi Jacques Ngambo a dit « L'hôpital est l'époux de la religion, le médecin soigne, Dieu guérit. Si l'hôpital ne parvient pas à soigner, il envoie à la religion et vice-versa. » Cette parole prophétique prouve davantage qu'Ayélésili est la religion à guérison, Enza en Libou, en Teke. L'expression Enza en Libou peut être comprise en observant le rituel thérapeutique de la religion Ayélésili. Ce rituel est frappé de divers interdits. Par exemple, à la veille et le jour de la messe, soit le samedi et le dimanche, les relations sexuelles et la consommation de la viande sont interdites. Chaque dimanche, après tous les préalables de la messe, les adeptes rentrent dans la maison de Dieu. Là se déroulent les pratiques rituelles. Agitation de clochettes, musique de la chorale, prières, chants folkloriques, danse traditionnelle, transe, aspersion et absorption de l'eau lustrale, aspersion du parfum, poudroiement de la poudre, application de la poudre sur les visages des adeptes, palabres thérapeutiques, massage, balancement dans un sens dessus-dessous de la lumière de bougie devant les visages des malades mentaux, application de la cire de bougie sur les parties de corps souffrant des malades, témoignage, présentation des bougies par les parents des malades ou par les adeptes, adoration de Dieu, invocation, oracle, imposition des mains, rite de pardon, liturgie de la parole de Dieu, intention de prière, action de grâce, offrande, exorcisme, voyance, mort symbolique, interprétation des rêves. La corrélation de ces pratiques constitue la dynamique du rituel de guérison en milieu Ayélésili. De ce fait, on peut dire que la religion Ayélésili s'exprime à l'aide des rites, des symboles, des pratiques thérapeutico-religieuses et des pratiques magico-religieuses. C'est la démarche thérapeutique du syncrétisme religieux. Ayélésili induit des procédures de cure rituelles et spirituelles dans la prise en charge de la maladie, donc la nature de guérison ainsi obtenue est spirito-rituelle. Cependant, en observant le rituel de la guérison des maladies en milieu Ayélésili, on a constaté que les investissements rituels à caractère psychothérapeutique, chant, danse, rythme, transe, palabres, dominent la liturgie de la parole de Dieu, la Bible. Car la Bible ne joue pas un rôle majeur dans le processus de guérison, d'où l'on pense que la prise en charge des malades à Ayélésili est rituelle et non spirituelle ou divine. La place majeure accordée par Ayélésili aux investissements rituels à caractère psychothérapeutique nous a interpellés et nous a conduits à des questionnements suivants. Pourquoi les chants, les danses, les rythmes, les transes et les palabres dominent-ils le rituel de la guérison en milieu Ayélésili ? Quels sont la place et le rôle des investissements rituels à caractère psychothérapeutique, chants, danses, rythmes, transes et palabres, dans le processus de guérison de la maladie en milieu Ayélésili ? Ces questions donnent à réfléchir, et nous ont conduits à un jugement hypothétique. Les techniques de guérison de la religion Ayélésili consistent en une pratique animiste ritualisée à travers le chant traditionnel, Teke, la danse, le rythme, la transe, la palabre, la prière, la confession. Ces techniques thérapeutiques forment une dynamique de guérison fortement socialisée où le malade et les autres sont impliqués, engagés, mobilisés psychologiquement dans le processus de récupération. Au terme de cette hypothèse,
on a situé le contexte et posé le problème sur la dynamique psychothérapeutique de la religion Hayéle-Zili, titre de notre article, qui s'articule autour de 2 points. Méthodologie d'investigation et présentation des résultats. Méthodologie d'investigation. L'enquête repose sur un échantillon de 10 thérapeutes religieux, Nt Salisa, de la religion à guérison Hayéle-Zili de Brazzaville. On a constitué l'échantillon de l'étude sur une connaissance de la population, c'est-à-dire sur l'ensemble des critères ci-après: niveau d'études, profession, appartenance religieuse, fonction au sein de l'Église. À partir d'un guide d'entretien, on a eu des entretiens semi-directs sur les techniques thérapeutiques, chant, danse, rythme, massage, transe, palabres. Les entretiens étaient conduits en langue vernaculaire au choix des sujets, lingala, munyukutuba, teke ou parfois en français. On a aussi participé à des séances de guérison, qui se déroulent lors des messes dominicales. Cette démarche a permis d'ajuster les données issues des entretiens et celles des observations. Pour mener l'étude, on a utilisé 2 techniques, l'enquête participante, l'entretien de recherche. En utilisant ces techniques, on a réalisé une investigation auprès de 10 sujets autour du guide d'entretien sur les thèmes suivants. Caractère dominant du chant, de la danse, de la palabre, de la transe. Importance des investissements rituels à caractère psychothérapeutique, chant, danse, transe, rythme, palabre. La démarche est éclairée par les orientations théoriques. L'approche théorique utilisée pendant l'étude reposait sur la perspective socio-anthropologique et l'art-thérapie. La perspective socio-anthropologique. L'anthropologie religieuse renvoie nécessairement à une théorie de la personne, ou tout au moins à un système organique de croyances la concernant. Tenter de situer les interférences reconnues depuis longtemps entre la religion et la magie, donner au totémiste la place qui lui revient dans l'ensemble d'une structure socio-religieuse a été et demeure des tâches non seulement fort utiles, mais nécessaires. L'anthropologie religieuse a pour objet de les élucider de Louis-Vincent Thomas et Luno René, 1980, page 19. Retenons également que les représentations collectives engendrées par la dimension anthropologique facilitent la verbalisation par la famille et le malade. La représentation apparaît alors comme un riche matériel. Lucien Lévy-Brout, 1963, page 75. Donc la dimension anthropologique est nécessaire pour notre étude, car le concept maladie est lié à la culture et entre dans le cadre de la recherche anthropologique. Lucien Lévy-Brout, 1963, page 7. L'art-thérapie. L'art-thérapie est une approche thérapeutique fondée sur certains principes de psychologie et des arts. Elle se déroule dans le cadre d'une relation thérapeutique, où les arts sont utilisés comme moyen de communication première. L'activité artistique concrétise une expression consciente et inconsciente, et est en soi un agent thérapeutique. À partir de divers procédés artistiques, dessin, collage, peinture, sculpture, chant, danse, mime, poésie, le patient ou le client vit et exprime des émotions, des conflits ou évoque des souvenirs. Lors de la séance, le client peut explorer verbalement son symbolisme et la signification de son imagerie avec l'art-thérapeute. J.P. Gadebois, 2015, page 5. Ces 2 orientations théoriques nous proposent des explications anthropologiques et psychologiques pour cerner la problématique psychothérapeutique mise en jeu dans les pratiques de la religion Hayéle-Zili. 2. Présentation des résultats. Les résultats obtenus des entretiens et des observations montrent que 1. Les transes, les massages, les confessions, les prières sont des moyens pour parvenir à la guérison d'après 42,6% des thérapeutes enquêtés. 2. Les chants, les danses, les repas rituels pour 28,56% d'enquêtés. 3. Les palabres thérapeutiques le sont pour 12,69%. 4. L'absorption de l'eau bénite pour 7,93%. 5. La foi pour 4,76% des soigneurs. 6. L'imposition des mains pour 3,1%. Quant à la dynamique thérapeutique de la religion Hayéle-Zili, elle est constituée de 3 leviers socio-culturels. Les supports thérapeutiques, le corps, le verbe, la collectivité. Les mécanismes socio-psychothérapeutiques, la croyance, le processus cathartique de résocialisation et de réinsertion. Les techniques thérapeutiques, les techniques verbales, confession, prière, palabres, chant et les techniques non verbales, transe, danse, rythme, massage, mort symbolique.
Ces 3 leviers sont significatifs pour le psychologue clinicien, le psychothérapeute et le psychiatre, qui peuvent les utiliser dans la prise en charge psychologique des patients, car on a toujours besoin de techniques psychothérapeutiques pour traiter les troubles mentaux. Les troubles mentaux et cérébraux affectent la santé mentale, or, la santé mentale fait partie intégrante de la santé. Sans elle, l'individu ne peut donner la pleine mesure de ses aptitudes cognitives, affectives et relationnelles. Lorsqu'on jouit d'un bon équilibre mental, on est mieux à même de supporter les tensions de la vie, on est plus productif et plus utile, et l'on est davantage en mesure d'apporter un concours positif à la société. OMS 2011. Abordant la question de la santé, dans son ouvrage intitulé La psychologie clinique et santé au Congo, Detsokini, 2008, page 27, montre comment une souffrance psychique peut avoir des répercussions. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.